Il reste 60 jours exactement avant qu'un coup de sifflet ne soit censé fendre l'air, quelque part entre des tribunes flambant neuves, des pelouses hybrides parfaitement calibrées et des discours officiels soigneusement répétés sur l'essor du football féminin africain. 60 jours. Pour le public, c'est encore loin. Pour les joueuses, c'est déjà demain. Pour une confédération, c'est une urgence vitale. Et pourtant, à cet instant précis, le silence règne. Un silence épais, un silence pesant, un silence qui n'a rien d'innocent. Le Maroc, pays officiellement désigné pour accueillir la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2026, ne parle pas. La Confédération africaine de football ne parle pas. Les communiqués promis ne viennent pas. Les confirmations attendues se perdent dans les couloirs feutrés. Puis, au cœur de ce silence devenu presque physique, une phrase surgit. Pas une déclaration officielle, pas un communiqué soigneusement relu. Une phrase lâchée hors protocole, sans mise en scène, sans intention apparente de provoquer une onde de choc. Et pourtant, c'est exactement ce qu'elle va faire. La scène se déroule en Afrique du Sud. Une cérémonie institutionnelle, classique, balisée. Les drapeaux sont en place, les caméras tournent, les discours suivent leur cours. Rien en apparence ne laisse présager un moment de rupture. Le micro circule, les mots sont attendus, mesurés, convenus. Puis, presque par accident, l'impensable est prononcé. L'Afrique du Sud serait prête à reprendre l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations féminines. La phrase tombe sans préambule, sans calendrier, sans conditions apparentes. Elle ne parle pas de projection à long terme. Elle ne renvoie pas à une hypothèse future. Elle s'inscrit dans l'instant, pas dans 2 ans, pas après une phase de concertation, pas après validation collective. Maintenant, dans l'urgence, à 60 jours du coup d'envoi. À ce moment précis, le temps se suspend. Car dans le football de haut niveau, une telle annonce ne relève pas de l'enthousiasme ou de la simple disponibilité. Elle suggère une chose bien plus grave, l'existence d'un vide. Un vide organisationnel, informationnel, institutionnel. Et dans ce milieu, le vide est toujours perçu comme une menace. Ce n'est pas une proposition ordinaire. C'est une bombe diplomatique. Une bombe lancée sans goupille, sans validation officielle de la Confédération africaine de football, sans annonce préalable du pays hôte officiellement désigné, sans cadre juridique clairement établi. Dans un sport où chaque détail est contractualisé, assuré, normé, cette prise de parole ressemble à une fracture. Elle donne l'impression qu'un plan parallèle existe, ou du moins qu'un plan d'urgence est envisagé. Et à 60 jours d'une compétition continentale, ce simple soupçon suffit à faire vaciller la crédibilité de tout l'édifice. Les réactions ne se font pas attendre. En coulisses, l'incompréhension domine, les fédérations s'interrogent, les partenaires observent, les diffuseurs recalculent leurs risques, puis quelques heures plus tard, le rétropédalage est brutal. Le ministère sud-africain corrige, les propos sont nuancés, le ton est abaissé. On parle de disponibilité théorique, de solidarité africaine, de malentendus. Mais le mal est fait, car dans ce type de séquence, ce n'est jamais la correction qui marque les esprits. C'est la première phrase, celle qui sort sans filtre, celle qui révèle ce que l'on n'était pas censé dire à voix haute. Et surtout, ce rétropédalage pose une question dérangeante. Comment une telle annonce a-t-elle pu être formulée publiquement sans coordination préalable avec la CAF ? Comment un pays peut-il évoquer une reprise d'organisation sans qu'aucune communication officielle ne vienne cadrer, expliquer ou démentir immédiatement ? Ce moment devient alors un symptôme. Le symptôme d'un système où l'information circule mal, où les canaux institutionnels ne sont plus étanches, où la frontière entre l'officiel et l'officieux se brouille dangereusement. Dans le football moderne, cette confusion est mortelle, car derrière chaque mot, il y a des contrats. Derrière chaque annonce, des clauses. Derrière chaque silence, des pénalités potentielles. À 60 jours d'une CAN féminine, chaque incertitude déclenche des mécanismes de protection. Les diffuseurs suspendent certaines activations, les sponsors gèlent des engagements, les fédérations retardent leur planification finale et les joueuses, elles, continuent de s'entraîner sans savoir où elles poseront réellement le pied. Cette séquence sud-africaine n'est donc ni anodine ni isolée. Elle révèle un malaise plus profond, une fragilité structurelle, un déséquilibre entre communication politique et gouvernance sportive. Ce n'est pas un complot, ce n'est pas une manœuvre parfaitement huilée. C'est une fuite
Une fuite née d'un silence trop long, d'un vide mal géré, d'une instance qui, à force de temporiser, laisse d'autres occuper l'espace. Et dans ce jeu-là, celui qui parle le premier, même maladroitement, impose souvent le tempo. La CAF, face à cette onde de choc, choisit le silence. Un silence compact, un silence institutionnel, un mutisme qui ne dit rien officiellement, mais qui laisse tout entendre. Et le Maroc, de son côté, ne réagit pas davantage. Il ne dément pas. Il ne confirme pas non plus. Il ne s'explique pas, il ne justifie rien, il observe. Dans le football moderne, cette posture n'est jamais neutre. Elle est souvent le signe d'un acteur qui a compris que la parole, dans certaines séquences, affaiblit plus qu'elle ne renforce. Car ce qui se joue ici dépasse largement une simple confusion de calendrier, une maladresse protocolaire ou un couac diplomatique. Ce n'est pas un incident, c'est un rapport de force. À 2 mois d'une compétition continentale, rien n'est laissé au hasard. Les sites sont inspectés, les contrats signés, les assurances verrouillées, les flux logistiques figés. Abandonner, déplacer ou même questionner une organisation à ce stade n'est pas un acte impulsif. C'est une décision lourde, coûteuse, politiquement risquée. Et lorsque les acteurs concernés se taisent, ce silence n'est jamais un oubli. Il est une variable stratégique. Dans le sport business contemporain, la parole est une monnaie. Le silence, lui, devient une arme. Il permet de déplacer le centre de gravité sans provoquer de confrontation directe. Il laisse les autres occuper l'espace, se dévoiler, parfois se contredire. Et surtout, il installe le doute là où la certitude était censée régner. La perception populaire, elle, va vite. Elle cherche des récits simples, des rôles bien définis. Elle tranche sans attendre les faits. Le Maroc ferait un caprice. La CAF serait dépassée. L'Afrique du Sud jouerait l'opportunisme. Cette lecture est rassurante parce qu'elle est binaire. Elle permet de désigner des responsables, de nourrir le débat, de consommer l'information. Mais elle passe à côté de l'essentiel. La réalité est plus froide, plus méthodique, plus tactique. Le Maroc n'agit pas sous le coup de l'émotion. Il ne claque pas la porte. Il ne dramatise pas. Il ajuste. Il ralentit. Il laisse volontairement l'incertitude s'installer. Et ce choix dit beaucoup de la nouvelle posture du royaume dans l'écosystème du football africain. Pendant des années, le Maroc a été un amortisseur, un stabilisateur, un pays capable d'absorber les défaillances, de compenser les retards, de sauver des compétitions en difficulté. Aujourd'hui, cette fonction est remise en question, non par orgueil, mais par recalibrage stratégique. En ne parlant pas, le Maroc renvoie la CAF à ses propres responsabilités. Il la place face à ses obligations de clarté, de gouvernance, d'anticipation. Il oblige l'instance à assumer pleinement le pilotage d'un événement qu'elle a confié, parfois sans cadre suffisamment solide, à la bonne volonté d'un État. De son côté, le mutisme de la CAF n'est pas moins révélateur. Il traduit une hésitation profonde entre reprendre la main par une communication ferme au risque d'exposer ses fragilités ou temporiser en espérant que la tempête médiatique se dissipe d'elle-même. Or, dans le football moderne, l'absence de narration officielle crée toujours un récit parallèle, souvent plus brutal, souvent plus défavorable. Ce face-à-face silencieux n'est donc pas une pause, c'est une phase d'observation, une phase de mesure, une phase où chacun jauge jusqu'où l'autre est prêt à aller. Et pendant que l'opinion s'agite, que les rumeurs s'amplifient, que les interprétations s'entrechoquent, le rapport de force se redessine lentement, loin des micros. Ce n'est plus une bataille de déclaration, c'est une bataille de position. Dans ce jeu-là, celui qui parle le moins n'est pas toujours le plus faible. Parfois, c'est celui qui attend que l'autre révèle ses limites. Plus inquiétante, oui, car derrière cette succession de silences, de demi-mots et de corrections tardives, se dessine une réalité bien plus profonde que la simple organisation d'un tournoi. Ce que cette séquence révèle, c'est l'essoufflement progressif, presque méthodique, d'un mode de gouvernance africain longtemps fondé sur l'implicite, le non-dit et une forme d'obéissance tacite. Un système où les équilibres tenaient davantage par habitude que par structure, par loyauté supposée que par règles clairement établies. Pendant des années, le Maroc a incarné ce modèle à la perfection, le bon élève. Le partenaire fiable, celui sur qui l'on pouvait compter sans avoir à trop expliquer. Quand d'autres hésitaient, le Maroc disait oui. Quand certains invoquaient des contraintes sécuritaires, sanitaires ou politiques, le royaume ouvrait ses frontières, mobilisait ses forces, adaptait ses calendriers. Quand les infrastructures manquaient ailleurs, il investissait massivement, rapidement, souvent sans poser de conditions publiques, parfois sans garantie à la hauteur de l'effort consenti. Stades aux normes internationales, centres de formation.
pelouses hybrides, dispositifs logistiques et sécuritaires calibrés pour le très haut niveau. Ce rôle, le Maroc l'a assumé longtemps. Trop longtemps, diront certains, car à force d'être le point d'équilibre, on devient aussi le point de compensation, celui qui absorbe les failles du système, celui qui corrige sans bruit, celui qui permet à l'édifice de tenir malgré ses fissures. Mais cette époque est révolue, le royaume a changé d'axe. Il ne joue plus sur le même couloir, il ne se contente plus d'être un pilier régional, il se projette comme un acteur global, Coupe du Monde 2030, Jeux Olympiques, Coupe du Monde des clubs, événements calibrés selon les standards FIFA et les normes UEFA. Cette montée en gamme n'est pas un slogan politique, c'est une stratégie industrielle du sport. Elle repose sur des exigences nouvelles, visibilité claire, gouvernance lisible, calendrier maîtrisé, respect institutionnel. Dans ce cadre, l'improvisation n'est plus tolérée. L'approximation devient un risque. Et le silence des partenaires, un signal d'alarme. Ce basculement change profondément la nature du rapport avec la CAF. Là où le Maroc acceptait autrefois de combler les vides, il demande désormais des garanties. Là où il absorbait les dysfonctionnements, il les expose par l'inaction. Non par défi, mais par cohérence avec sa nouvelle trajectoire. Ce qui est en jeu, ce n'est donc pas une CAN féminine isolée, c'est la fin progressive d'un modèle où certaines nations portaient à bout de bras un système entier pendant que l'instance centrale se reposait sur leur bonne volonté. Le football africain entre dans une phase où cette logique atteint ses limites et cette transition est inconfortable parce qu'elle oblige chacun à se repositionner, parce qu'elle révèle les dépendances, parce qu'elle met en lumière ce qui, jusque-là, était masqué par l'urgence et la passion. Le Maroc, en changeant d'axe, n'envoie pas un message de rupture, il envoie un message de maturité stratégique. Il dit, sans le dire, que le football africain ne peut plus fonctionner uniquement sur la base du sacrifice de quelques-uns, que la modernisation ne se proclame pas, elle s'organise, et que l'élévation du niveau d'exigence est désormais non négociable. Ce choix marque une rupture silencieuse mais déterminante. Une rupture qui oblige la CAF à se regarder autrement, à sortir d'une gouvernance de réaction pour entrer dans une gouvernance de projection. Faute de quoi, le fossé entre les ambitions de certains États et les capacités réelles de l'instance continentale continuera de s'élargir. Et dans ce nouvel échiquier, le Maroc ne joue plus le même rôle. Il ne couvre plus les angles morts. Il avance selon son propre tempo. Et il laisse pour la première fois le système tester sa propre solidité sans filet. Jeux olympiques, Coupe du Monde des clubs, standards FIFA, normes UEFA. Et ces mots ne sont pas des slogans. Ils dessinent une trajectoire. Ils traduisent un changement de dimension, une montée en gamme assumée, presque revendiquée. À ce niveau d'ambition, rien n'est laissé au hasard. Chaque événement est pensé comme une vitrine, chaque organisation comme un test de crédibilité. Et face à cette exigence nouvelle, une question s'impose, frontale, presque brutale. À quoi sert encore la CAF si elle n'est plus en mesure d'offrir une visibilité claire, un respect institutionnel solide et une organisation parfaitement maîtrisée? Cette interrogation n'est jamais formulée publiquement. Elle ne fait l'objet d'aucun communiqué, d'aucune sortie médiatique, mais elle traverse les coulisses, les réunions fermées, les échanges feutrés, et elle explique en grande partie la posture marocaine actuelle. Car le silence du Maroc n'est pas une fuite, c'est une stratégie, une posture réfléchie, mesurée, calibrée. En choisissant de ne pas parler, le royaume refuse d'entrer dans la spirale de la justification permanente. Il laisse la CAF se confronter à ses propres zones d'ombre. Il laisse l'instance continentale gérer le vide qu'elle a elle-même créé. Et dans ce vide, les contradictions apparaissent au grand jour. Les rumeurs circulent, les versions se contredisent, les partenaires commencent à douter, les sponsors s'interrogent sur la solidité du projet. Ce n'est pas le Maroc qui alimente ce flou. Il se contente de ne pas le combler et ce choix a un effet implacable. Il met en lumière une vérité dérangeante, longtemps dissimulée derrière les discours institutionnels. La CAF ne contrôle plus totalement son récit. Elle le subit, elle le corrige après coup. Elle court derrière une narration qui lui échappe. Dans le football moderne, perdre la maîtrise du récit, c'est perdre une partie du pouvoir. Car l'organisation d'une CAN féminine ne se résume pas à un symbole ou à une célébration. Ce n'est pas seulement tracer des lignes blanches sur une pelouse et lever un trophée à la fin. C'est une mécanique lourde, précise, exigeante. C'est sécuriser des vols internationaux pour des dizaines de délégations. C'est contractualiser des hôtels aux standards imposés. C'est garantir des terrains d'entraînement disponibles, homologués, adaptés. C'est prévoir des dispositifs médicaux, des plans de sécurité,
des infrastructures de transport, ses coordonnées diffuseurs, sponsors, fédérations, autorités locales. À 60 jours du coup d'envoi, chaque détail compte, chaque flou coûte et chaque silence non maîtrisé devient un risque opérationnel. En refusant de prendre la parole trop tôt, le Maroc renvoie la CAF à cette réalité. Il lui rappelle, sans le dire, que la crédibilité d'une confédération ne se mesure pas à la force de ses slogans, mais à sa capacité à sécuriser ses événements, à rassurer ses partenaires, à protéger ses acteurs, notamment les joueuses, premières victimes de l'instabilité. Ce silence agit comme un révélateur. Il expose un déséquilibre devenu trop visible pour être ignoré. Un écart croissant entre des ambitions affichées et des mécanismes encore fragiles. Et dans ce décalage, le Maroc a choisi de ne plus jouer le rôle de correcteur silencieux. Il observe, il évalue, il laisse le système se confronter à ses propres limites. Car dans cette nouvelle phase du football africain, la parole n'est plus le seul levier d'influence. Parfois, c'est l'absence de mots qui pèse le plus lourd. Assurer des standards médicaux, logistiques, médiatiques. C'est cela aussi, organiser une compétition continentale moderne, bien au-delà des stades et des cérémonies d'ouverture. Et à 60 jours d'un tournoi, ces exigences ne relèvent plus de la planification théorique. Elles deviennent des impératifs immédiats. À J60, chaque heure compte. Chaque zone d'ombre coûte cher. Chaque silence se transforme en faille. Car le temps, dans le football de haut niveau, n'est jamais neutre. Il agit comme un révélateur. Il met à nu les fragilités, expose les impréparations, amplifie la moindre hésitation. Plus l'échéance approche, plus l'incertitude devient lourde à porter, plus elle fragilise tout l'écosystème autour de la compétition. Et au cœur de cette tempête feutrée, presque invisible à l'œil du grand public, les joueuses restent en marge, comme trop souvent. Elles sont la variable d'ajustement du système, celles qui subissent sans décider. Celles qui doivent composer avec des changements de pays, de climat, de surface de jeu, parfois décidés loin d'elles, sans concertation, sans voix au chapitre. Pour elles, un déplacement de dernière minute n'est pas un simple détail administratif, c'est une préparation physique bouleversée, ce sont des cycles de récupération modifiés, des repères perdus, des risques accrus, et dans un football féminin africain encore en construction, où les structures médicales et l'accompagnement ne sont pas uniformes, ces ajustements tardifs ont un coût humain réel. C'est peut-être là que se situe le véritable scandale. Pas celui qui fait les gros titres, pas celui qui nourrit les polémiques immédiates, mais celui que l'on préfère étouffer. Car parler de développement du football féminin tout en laissant les joueuses évoluer dans l'incertitude permanente relève d'une contradiction profonde. La protection commence par la stabilité, la crédibilité par la prévisibilité. Et sur ce terrain précis, la CAF montre aujourd'hui ses limites. En laissant prospérer cette zone grise, l'instance continentale expose une fragilité structurelle ancienne, désormais impossible à masquer, une incapacité chronique à anticiper les crises, une dépendance excessive à la bonne volonté de quelques États moteurs, capables d'absorber les chocs, de corriger les défaillances, de maintenir le système à flot. Et surtout, l'absence d'un véritable filet de sécurité institutionnelle capable de garantir la continuité sans improvisation. Face à cela, le Maroc n'adopte pas une posture de rupture. Il ne claque pas la porte. Il ne provoque pas. Il refuse simplement de continuer à amortir seul les dysfonctionnements d'un système qu'il juge arrivé à un point de saturation. Ce refus n'est ni émotionnel ni soudain. Il est le fruit d'une réévaluation stratégique. Le Royaume estime désormais que sa montée en gamme, ses ambitions internationales, ses investissements massifs ne peuvent plus servir à colmater des failles structurelles sans cadre clair ni garantie solide. La question centrale n'est donc pas de savoir si le Maroc a officiellement abandonné l'organisation de la CAN féminine. Il ne l'a pas fait, pas encore. La vraie interrogation est ailleurs, plus profonde, plus inconfortable. Elle concerne la capacité de la CAF à se réinventer suffisamment vite pour rester crédible auprès de ses partenaires les plus structurés. Car ce qui se joue ici dépasse largement un tournoi. C'est une redéfinition silencieuse des rôles, des responsabilités et des rapports de force au sein du football africain. La véritable question, désormais, est plus vertigineuse encore. Jusqu'où un acteur stratégique peut-il pousser une confédération en cessant simplement de respirer pour elle, car il ne s'agit pas d'un bras de fer classique, pas de communiqué incendiaire, pas de rupture théâtralisée.
Seulement un retrait progressif du souffle, de l'énergie, de la disponibilité. Et dans les architectures fragiles, l'absence pèse souvent plus lourd que l'opposition frontale. Pendant que les micros restent éteints, pendant que les caméras scrutent des visages fermés et des institutions muettes, une certitude s'impose, froide et implacable. Le football africain a basculé dans une nouvelle ère. Une ère où le respect ne se quémande plus à coups de loyauté aveugle. Une ère où le silence devient une arme stratégique, aussi redoutable qu'un veto officiel. Une ère où la CAF n'est plus seule au centre du jeu, arbitre incontesté, mais désormais encerclée par des acteurs capables d'exister, d'investir et de rayonner au-delà d'elle. Le centre de gravité s'est déplacé, sans annonce solennelle, sans fracas médiatique, sans rupture visible. Mais les grandes mutations ne s'annoncent jamais à coups de clairon. Elles s'installent lentement, presque subrepticement, jusqu'au moment où il devient trop tard pour faire semblant de ne pas les voir. Ceux qui continuent de lire cette séquence comme un simple épisode de tension passagère commettent une erreur stratégique majeure. Car ce qui est en train de se jouer, c'est la fin d'un modèle où la Confédération pouvait compter presque par réflexe, sur la capacité de certains États à absorber ces défaillances. Ce modèle reposait sur l'implicite, sur des arrangements silencieux, sur une obéissance tacite jamais formalisée, mais toujours attendue. Or, cet équilibre a volé en éclats. Désormais, certains acteurs n'acceptent plus d'être des amortisseurs permanents. Ils veulent des règles claires, des calendriers respectés, des décisions assumées, et lorsqu'ils ne les obtiennent pas, ils ne protestent pas nécessairement. Ils se retirent, ils observent, ils laissent le système se confronter à ses propres limites. Ceux qui refusent d'admettre ce basculement risquent de se retrouver très vite piégés par un système qu'ils n'ont pas vu se fissurer. Un système qui fonctionnait tant que la bonne volonté compensait l'absence de gouvernance robuste, mais qui se grippe dès que cette bonne volonté se fait plus rare, plus conditionnelle, plus exigeante. Car parfois, dans le football, comme dans la politique, ce ne sont pas les cris qui annoncent les révolutions. Ce sont les silences, des silences calculés, des silences prolongés, des silences qui déplacent les lignes sans jamais les nommer. Et plus celui-ci dure, plus il devient assourdissant.